parce que c'est en italien. C'est bon. Voilà. Ben, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, comme promis, on refait un enregistrement du live qui s'était un peu perdu jeudi en direct. D'ailleurs, j'ai eu plutôt un problème de connexion et la connexion, ça a sauté d'un coup. Donc, on n'a pas pu enregistrer entièrement les lives. Donc, avec Peggy, aujourd'hui, on est là encore pour parler des logothérapies, cette discipline de la psychologie qui traite les côtés existentiels de la vie, les côtés du sens que nous donnons à la vie et l'ikigai, qui c'est un outil et un bon accompagnement, un bon complément de thérapie avec la logothérapie. Donc, Peggy, elle est psychologue et aussi spécialisée dans la logothérapie. Donc, je te laisse te présenter et expliquer un peu ton parcours, pourquoi tu as voulu te former à la logothérapie aussi, quelles sont tes spécialisations et comment c'est, qu'est-ce que c'est la logothérapie. Je te laisse la parole. Merci. Eh bien, écoutez, bonjour. Donc, moi, je suis psychologue du travail au départ, c'est ma formation initiale. Et puis, mon parcours, les rencontres et aussi les situations que m'ont amené mes patients m'ont amené à me spécialiser d'abord en traumatologie. Et puis, de là, j'ai rencontré ou j'ai croisé un petit peu le chemin de l'analyse existentielle et de la logothérapie. Et je me suis formée il y a 2 ans à cette thérapie à part entière. Alors la logothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est, au sens littéral, c'est la thérapie du sens de l'existence. Elle vient de Viktor Frankl, qui l'a développée après-guerre. C'est le fruit d'une longue réflexion, mais en tout cas, elle a pris vraiment sa forme telle qu'on la connaît après-guerre. Autour de la question de la résilience, mais pas seulement, autour de la question du sens, c'est-à-dire de son expérience dans les camps, où finalement il s'est rendu compte qu'il y avait deux façons d'aborder la difficulté et d'aborder l'adversité, et qu'il y avait une partie de la population qui avait tendance à abandonner, baisser les bras et céder au marasme, et une population qui au contraire restait combative, donnait du sens à ces expériences même si elles étaient terribles, et qui continuait à avancer. Et finalement c'est ça qui a donné corps aussi un petit peu à toute cette réflexion et à son activité aussi en tant que psy, notamment après-guerre où il y avait quand même beaucoup de patients névrosés. Et tout à coup, il s'est rendu compte qu'effectivement, le fait de ne pas avoir de sens à son existence était quand même une source de souffrance d'abord, et en tout cas à l'origine de certaines névroses. Des névroses d'ailleurs qu'il appellera des névroses noogènes. Donc la logothérapie, elle vient de là. Et d'une manière générale, c'est une thérapie qui a pour vocation d'aider le patient à trouver le sens de son existence. Donc pas un sens universel qui pourrait être partagé par tous, mais un sens qui a un intérêt, qui a un retentissement par rapport à son histoire personnelle, les difficultés qu'il a été amené à rencontrer dans sa vie et à dépasser tout au long de sa vie. Voilà ce que c'est que la logothérapie. Et on est là aussi parce que on voulait parler aussi de l'ikigai. Et peut-être avant d'aller un tout petit peu plus en avant sur la logothérapie, ce serait peut-être bien que tu nous présentes l'ikigai pour qu'après on puisse les coordonner finalement. Oui, alors, moi, je suis au départ, je pars de très loin, disons, parce que je suis costumière de base pour le cinéma et le théâtre.
Et ensuite, je me suis formée au conseil en images parce que j'avais envie, en fait, d'apporter dans mon métier une écoute un peu plus en profondeur dans la construction d'un personnage, de son costume. Ensuite, j'ai voulu creuser un peu plus parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne suffisait pas pour créer quelque chose d'originel et d'authentique si j'allais accompagner une personne en conseil en image normal pour un particulier, un artiste ou un entrepreneur, ce sont ça mes cibles. Et donc, j'ai voulu en fait aller chercher un peu plus loin et l'occasion, ça s'est présenté une première fois quand j'ai fait la formation en marketing pour trouver mon identité des marques, il y avait un exercice d'ikigai. Et j'ai voulu aller un peu plus à fond de cette méthode que j'ai trouvée très passionnante. Et j'ai découvert en fait que derrière, il y a une belle philosophie de vie. C'est une méthode aujourd'hui en Occident de bilan des compétences, si on veut, si on les prend comme outil sec dur. Mais c'est surtout une philosophie de vie qui naît au Japon, dans l'île d'Okinawa, parce que se sont aperçus à un moment donné que certaines personnes vivaient plus longtemps. Ils étaient ultra centenaires. Et en fait, les chercheurs se sont demandé pourquoi. Ils sont allés interviewer ces personnes ultra centenaires et ils ont vu qu'ils répétaient ces mots, ikigai. Ikigai, c'est un mot de la langue courante japonaise qui exprime son moteur de vie. Qu'est-ce qui te fait lever les matins? Et ces gens, en fait, ultra centenaires, outre avoir une certaine hygiène de vie, avoir un certain type d'alimentation, de pratiquer la prière, donc un côté spirituel très fort, ils avaient cette activité qui les portait vraiment. Et c'est une activité qui les passionnait, qui lui apportait tellement du plaisir qu'ils n'avaient pas envie de quitter ce monde parce que cette activité les tenait debout. Mais ce n'était pas une activité, ce n'est pas une activité qu'on fait pour soi et pour soi seulement. C'est une activité qu'on transmet à la communauté pour le bien de la communauté aussi. Donc, ce n'est pas juste une recherche de soi pour soi, mais c'est une recherche pour soi, pour la transmettre aux autres. Pour pouvoir en fait être l'exemple, si on veut, ou un message, un porteur d'un message pour quelqu'un qui cherche sa propre motivation, ses propres passions, qui n'a pas tout à fait compris quels sont ses talents, dans quelle profession il se projette, parce que l'ikigai, il est dans les plaisirs de faire. On est dans l'action et surtout on est dans les présents, tout en étant conscient de qui et quoi nous a construit. Donc, notre passé ne nous détermine pas, parce que tout ça se transforme. Donc, il y a aussi les côtés bouddhistes de l'impermanence des choses, que tout ça se transforme, bien sûr, mais il y a aussi tous les côtés transcendantaux, en fait, des sens. C'est pour ça aussi qu'après, en lisant un des bouquins de l'ikigai, je suis tombée sur la logothérapie et sur Viktor Frankl. Et là, ça me s'est ouvert un monde encore plus vaste, que ça m'a passionnée tellement que, en fait, j'ai voulu faire des séances de logothérapie parce que j'étais dans un moment de ma vie où ça allait pas trop. Il fallait que je fasse des choix, que je coupe avec certaines personnes, j'avance en fait dans ma vie. Et je me sentais en fait un manque d'essence. Et je me suis dit, vu que cette thérapie a du sens pour moi, ben, je vais voir un logothérapeute. Et en fait, en 3 séances, j'ai débloqué certaines choses qui restaient quand même depuis des années à moi, certains types de souffrances ou des blessures, juste en travaillant les présents et qu'est-ce qu'il avait du sens pour moi aujourd'hui. Et la méthode de l'ikigai, c'est un peu pareil, dans le sens, on va s'activer aujourd'hui, mais on va se mettre en action. La logothérapie te sert pour faire un travail de fond, donc c'est pour ça que parfois, en fait, mes clients, je préfère qu'ils aillent voir un thérapeute quand je vois que je ne peux pas l'aider, tout en faisant
peut-être de la logothérapie parce que ça va lui apporter du sens, parce que qui vient me voir, mine de rien, c'est parce qu'il cherche quelque chose d'authentique. Et donc, je peux pas ne pas les adresser chez un logothérapeute, parce que c'est là qu'on va retrouver son authenticité, ce qui est authentique à nous. Et donc, j'ai fait 3 séances de logothérapie avec une logothérapeute merveilleuse. Après, je t'ai connue, toi. Et en 3 séances, j'ai décidé de quitter mon poste au théâtre. Depuis 3 ans, j'étais habilleuse fixe dans un théâtre. Juste avant les confinements, et de me mettre à mon compte, de monter, de développer encore plus mon projet. Je faisais déjà des consultations, des conseils en images et d'ikigai. Mais en fait, là, je vais développer encore plus mon activité, apporter du nouveau. Je vais faire mon site internet et tout ça. Donc, et tout ça dans une période difficile. Mais quand, en fait, tu as quelque chose qui te porte et qui a du sens pour toi, tu ne vois pas les difficultés. Tu vas droit comme un train. Et surtout, ça te permet de relativiser sur plein de choses, quoi. Donc, aujourd'hui, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de monter un projet de conseil en images pour les artistes du spectacle, parce que je pense que les artistes ont été bien frappés par cette épidémie, pour les booster aussi, rebooster leur confiance, leur motivation, pour qu'ils comprennent quels sont leurs talents, pour pouvoir se projeter dans leur activité, et les aider aussi pour démarcher, par exemple, une agence de casting, une agence artistique, donc soigner aussi l'image et tout ça. Et aussi une clientèle d'entrepreneurs, d'indépendants qui sont en création de projets, qui sont déjà leur boîte, mais qui n'ont pas encore compris quelle est leur identité d'entreprise et comment transmettre qui on est à travers son entreprise et à travers aussi son image vestimentaire. Donc, c'est ça que j'essaye de faire. Et voilà, en gros c'est ça. Bah ouais, c'est super et puis c'est intéressant. Pour toi, l'ikigai, c'est finalement comme une thérapie à part entière? Alors, non. Pour moi, l'ikigai, c'est un outil. Parce que ça ne peut pas être considéré une thérapie. Ça n'est pas une thérapie. Parce que j'ai une formation de coach ikigai. Il y a une école qui a été fondée par Maite Quintana, qui m'a formée au coaching ikigai. J'y tiens à la mentionner parce que c'est une femme super et qu'elle fait beaucoup pour le développement des neurosciences aussi, pour que les gens ils comprennent que on peut développer autre qualité de ce qu'on apprend à l'école, et surtout voilà, être sincère, honnête avec soi. Mais ça reste un outil. Ça reste un outil parce que si je vois que la personne a des problématiques que je ne peux pas résoudre dans la mise en action, parce qu'on va faire des exercices pratiques, je les fais travailler beaucoup en créativité pour rendre en fait l'analyse d'introspection beaucoup plus facile à faire. Donc, on va se projeter dans les images. Je les fais travailler un peu comme moi je travaille quand je crée un costume, par exemple, parce que c'est beaucoup plus immédiat que la personne les voit. Elle voit qu'elle est en image, en couleur, en coupe, en ambiance, quelles sont les phrases qu'il apporte et tout ça. Donc, si je vois qu'elle n'arrive pas à faire cet exercice et qu'elle est beaucoup dans les questionnements, je préfère qu'elle aille voir une logothérapeute ou un psychologue pour qu'on fasse, par exemple, un travail ensemble, un travail complémentaire. Parce que la mise en action, c'est important, quoi. C'est important le travail d'introspection, mais si on ne met pas en action, si on ne concrétise pas ce qu'on fait en séance de psychologie, eh ben, la personne reste dans son intellect. C'est vraiment important qu'à un moment donné, elle tranche, quoi, qu'elle se met en action par rapport à ses résolutions de vie, quoi, et au sens qu'elle veut donner à sa vie, quoi.
Voilà. Ok, d'accord. Je suis assez d'accord, je partage ton avis. Je pense que l'ikigai, c'est un vrai outil. Alors pour le coup, c'est l'outil logothérapeutique qui est assez intéressant et puissant. Et je suis aussi, je pense, assez séduite par le fait que c'est visuel. Donc, je pense que ça parle à vraiment beaucoup de patients. Oui, mais ce n'est pas seulement acquis parce qu'on travaille dans la créativité, mais la créativité, ça fait partie de tout le monde. Soit qui sont plus analytiques, plus dans l'organisation, plus mathématiques, plus logiques, soit pour les personnes qui sont vraiment plus dans l'artistique. Créativité, c'est pas que pour les artistes, c'est pour tout le monde, parce que c'est la capacité humaine, typiquement humaine, de réaliser quelque chose, quoi, à partir de quelque chose qui imagine. Donc, que ce soit une équation de 10e degré, nouvelle équation pour découvrir les origines de l'univers ou créer une peinture, c'est la même chose. On va en fait développer les atouts et l'authenticité de la personne. Qu'est-ce qu'il a d'unique en soi, quoi, et qu'elle peut en fait transmettre aux autres aussi, parce que c'est ça qui est important, parce que ça devient une mission de vie, c'est celle de rayonner tellement en faisant l'activité qui nous plaît, qu'en fait on la transmet à tout le monde. Quand je regarde certaines personnes qui rebondissent dans des situations épouvantables, des gens qui ont eu des accidents, qui n'ont plus les jambes, qui n'ont plus les mains, mais là, je regardais d'un pilote italien qui a un accident et qu'il avait déjà perdu ses jambes. Il a eu un autre accident, il a failli mourir, il est resté dans le coma des mois, et là, voilà, il a repris. Pour moi, ça, ce sont des gens inspirants, ce sont des gens qui ils les portent quelque chose. C'est pas juste leur force physique, c'est quelque chose qui les porte et qui disent non, moi j'ai encore des choses à dire dans ce monde et j'ai envie de me battre. Et c'est ça l'ikigai, quoi. En gros, c'est la réalisation de notre unicité et prendre sa place dans le monde sans, sans vouloir en fait chercher ses bonheurs ailleurs. C'est en soi d'abord. Ok. Comment ça se passe un coaching Ikigai? Alors, un coaching Ikigai, ça se passe déjà avec un petit entretien pour connaître en fait pourquoi la personne vient me voir aujourd'hui, quelles sont en fait ses difficultés. Là, dans les cadres en fait du conseil en image, on va en fait, dans conseil en image ou pas, ou création de son identité d'entreprise, on va en fait creuser quelles sont en fait ses passions, sa mission de vie, sa vocation, son expertise aussi, dans quoi il a acquis des compétences, et son talent, qui n'est pas forcément lié à son expertise. Donc, on va creuser tout ça et après, je fais travailler en fait chaque élément en image pour qu'il puisse s'exprimer en image. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Comment en fait il transpose les concepts de ses activités passionnantes en images. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Donc, moi, ça me sert en fait de base pour pouvoir en fait aller choisir, par exemple, quels sont, dans les cadres d'un entrepreneur, par exemple, quelles sont les couleurs qui peuvent devenir les couleurs de son logo ou de sa nouvelle page Facebook. Quelles sont les phrases qui pourraient travailler avec son compositeur Internet, de site Internet. Et après, on va faire un travail en image, un conseil en image. Donc, on va transposer par rapport à sa raison d'être. La raison d'être en Ikigai, c'est un mot, deux, trois mots qui les définissent vraiment dans ces 4 contextes que j'ai dit. Passion, mission, vocation, profession et profession. Et à partir de là, on va transformer la raison d'être en style vestimentaire par rapport à ses objectifs de communication. Qu'est-ce qu'il veut dégager de lui? Voilà. Donc, je conjugue, si tu veux, l'ikigai
au conseil en images, ils sont strictement liés, mais si une personne vient me voir juste pour l'ikigai, ben on fera un travail sur ses motivations de fond, sur l'essence qu'il donne lui à sa vie, quel est les moteurs qui les fait lever les matins pour ensuite faire des exercices pour pouvoir l'alimenter. Parce qu'il y a aussi des piliers à respecter. Comme toutes les disciplines japonaises, c'est très codifié. En fait, il faut une routine, il faut installer. Et en fait, c'est tout simple que ça parce que en fait, le cerveau, il a besoin de routine. Il a besoin de sortir de sa zone de confort, mais il a besoin aussi de confort. Et la routine, on l'installe petit à petit. Il faut toujours garder les concepts de plaisir. Du moment donné qu'on va faire un planning, OK, je te donne cet exercice à faire pour la semaine prochaine, il faut qu'il trouve son temps pour pouvoir les réaliser, sans que ça devienne contrainte. Du moment que ça devient contrainte et que ça devient que la personne, ça la fatigue, ça veut dire qu'on a atteint la limite maximale. En fait, c'est un entraînement comme aller au gym, quoi. Là, la semaine d'après, comme on aura un peu forcé sa zone de confort, ben, il aura un peu plus de résistance pour affronter, pour faire face aux exercices qui vont être de plus en plus compliqués, quoi. Un peu plus d'introspection. Mais il y a toujours un côté en image pour faire travailler un peu son enfant intérieur, pour le faire amuser aussi, pour garder cette concept de plaisir. Et après, il faut concentration, il faut responsabilité, parce que le concept de responsabilité est très important dans l'ikigai. On se prend en main et on ne lâche pas, quoi. On est responsable de soi, on sort de son victimisme et on essaye de comprendre quelles sont nos responsabilités par rapport à une situation qui stagne, par exemple, où ça bloque. Après, je ne peux pas faire du travail psychologique parce que je n'ai pas la formation pour, mais je peux faire un petit exercice sur les pairs, par exemple, où on peut voir où ça bloque à un moment donné pour l'avancement de son projet. Et si je vois que c'est trop pour lui, ben alors je peux faire que la personne fasse un travail avec un psychologue pour aller un peu débloquer ça. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il y a pas mal d'exercices, en fait, je les adapte à chaque fois selon les cas, quoi. Oui, donc finalement, il y a un côté assez ludique aussi dans l'accompagnement. Oui, mais c'est très simple, en fait. La seule contrainte, c'est vraiment de garder, de créer ces rituels. Comme on se lave tous les jours les dents, ben, il faut que ça devienne ça. Ça devienne une chose automatique. Il faut que ça devienne une hygiène de vie. Parce que l'ikigai, c'est une hygiène de vie. Où il y a, bon, si on les prend vraiment dans les sens comme les Japonais, c'est ne pas manger, s'élever de la table avec un peu de faim, par exemple, pour ne pas se remplir, à manger léger, être avec la communauté, donc l'entraide avec les autres. Je demande pas autant à mes clients parce que notre culture est un peu différente de celle japonaise, mais la partie de l'engagement et de la concentration, de sortir de soi pour se recentrer sur le présent et sur nos projets aujourd'hui, ça c'est la base, quoi. Oui, bien sûr. Et moi, je voulais te demander, en revanche, quel est ton ikigai? Est-ce que tu as trouvé ton ikigai? Alors, j'ai jamais fait mon ikigai. On les fera alors. Tu vois, je l'ai jamais fait. Par contre, je pense que j'ai une certitude, c'est d'être à ma place dans ce que je fais sur le plan professionnel. Je pense que c'est ce qui me motive chaque jour, c'est ce qui me fait lever, c'est vraiment pour moi peut-être ma mission de vie, si on peut parler de mission de vie, mais en tout cas, oui, j'ai le sentiment d'être en ce moment, en tout cas, à l'endroit où je dois être sans hésitation aucune. Oui, ben, c'est ça, tu as dit une chose intéressante parce que l'ikigai,
c'est pas gravé dans le marbre. Ça évolue en fait par rapport aux expériences de la vie, à ce qu'on a envie aussi de faire de sa vie et, et ne pas se mettre la pression, quoi, surtout. C'est vraiment à chaque fois, c'est une remise en question. En fait, on a à un moment donné, on sait qu'il y a un stop et qu'il faut changer quelque chose, quoi. Donc, on les sent et c'est à ce moment-là que l'ikigai change aussi, quoi. Tout en restant quand même une base quelle est notre caractéristique, quoi. Ça ne change pas, ça change juste, on s'adapte en fait à quelque chose qu'on a envie de faire, quoi. Et comment ça se passe? Ah, pardon, vous voulez dire quelque chose? Non, non, je voulais juste te dire que oui, effectivement, c'est hyper important. Je pense que c'est d'autant plus difficile dans nos cultures de pas d'avoir ce va-et-vient sans cesse entre le parcours qu'on voudrait avoir avec une vision à long terme et en même temps ce besoin viscéral de s'adapter perpétuellement parce que bah, on le voit en ce moment avec le contexte de la crise sanitaire, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et c'est bien d'avoir un cap, mais c'est bien aussi de savoir s'adapter aux étapes de vie qui se présentent à nous, quoi. Oui, carrément. Et là, surtout dans un moment comme ça, s'accrocher vraiment à ce qui est important pour soi. Et c'est important. Au-delà du regard des autres, ce que les autres voudraient de nous, ou ce que voudrait la société de nous, et ce qu'on s'est préfixé aussi nous-mêmes, hein, quoi. Je pense que c'est important de savoir quels sont nos socles, quoi, pour pouvoir s'adapter au changement, quoi. Complètement. Mais pour répondre à ta question, comment se passe une logothérapie? Eh bien, finalement, c'est pas si différent qu'une thérapie classique, dans le sens, en tout cas dans la forme, dans le sens où le patient vient avec souvent une demande qui est orienté sur des difficultés qu'il rencontre. Il raconte son histoire et le thérapeute, par le dialogue socratique, l'amène à trouver justement ces orientations de sens si importantes en logothérapie. Alors, il y a le dialogue socratique et puis il y a des exercices finalement, comme en coaching aussi, qui peuvent être mobilisés. Il y a des questionnaires, il y a plusieurs exercices spécifiques à la logothérapie pour essayer de mettre à jour son rapport aux autres, son rapport à son histoire, à ses déterminismes, etc. etc. Mais l'essentiel, c'est vraiment l'échange avec le patient. Finalement, ce qui fait la très grande différence entre une thérapie classique, on va dire, et une logothérapie, c'est l'angle de travail du thérapeute. Plutôt que de se concentrer sur ce qui fait difficulté au patient et ce qui lui paraît insurmontable et vécu comme un frein, le logothérapeute, au contraire, va essayer de l'orienter plutôt vers tout ce qui fait ressource pour lui, tout ce qu'il a déjà dépassé, tout ce qu'il a su mettre en action jusqu'à présent pour pouvoir justement sortir, s'extraire de ses déterminismes, de ses difficultés, de ses freins. Donc finalement, c'est le thérapeute qui, lui, a un autre regard que le psychothérapeute et qui oriente complètement vers ce qui fait ressource. En logothérapie, on est vraiment orienté sur trois choses. C'est la responsabilité de chacun, la liberté et le sens. Ça veut dire qu'on est tous libres, même si cette liberté, elle peut être parfois en partie amputée. En tout cas, on a la liberté de travailler à s'y extraire de ce frein ou de cette difficulté. Et on a une responsabilité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de nos choix qu'il faut prendre et qu'il faut assumer. Et c'est ça finalement sur quoi repose la logothérapie, c'est-à-dire de replacer le patient non pas en victime des éléments, des événements, des considérations extérieures à lui, mais plutôt en personne qui est libre et responsable et qui a un pouvoir d'agir et qui n'est pas là pour être soumis à ce qui lui arrive, mais au contraire
acteur et proactif. C'est là où on rejoint un petit peu l'ikigai parce qu'il est question aussi d'action. C'est-à-dire que la logothérapie, elle a pour vocation à remettre sur le chemin les patients, à les remettre sur leur chemin de vie et donc du coup en action. Les remettre face à leurs responsabilités pour qu'ils agissent, pour qu'ils puissent avancer vers leurs objectifs et leur mission de vie, si on le dit, si on le formule comme ça. Donc il y a toute une partie effectivement d'introspection, mais elle est finalement relativement plus légère que lorsqu'on fait une psychothérapie classique. Et on est vraiment sur, un petit peu comme pour l'ikigai, on est vraiment sur le présent et sur ce qui fait ressource pour plus tard. Ça ne veut pas dire que le passé est nié et mis sous cloche, hein, mais on n'en tire pas les mêmes choses. On n'en tire pas les mêmes choses et on n'en fait pas les mêmes choses. Mais surtout, on apprend aux patients que peu importe les difficultés qu'ils ont rencontrées, peu importe les freins, les déterminismes qu'ils ont eu à combattre, de toute façon, ce qui est fait. Et maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas répéter, pour aller de l'avant et pour aller vers la transcendance de soi. Donc en fait, il y a une introspection, mais elle n'a pas du tout les mêmes visées qu'en psychothérapie classique. Voilà comment ça se passe. Oui, mais c'est intéressant les concepts de liberté parce que je pensais en fait à la biographie de Viktor Frankl que je conseille vraiment tout le monde de lire et je reste encore étonnée comme cette pratique en fait, comme cette thérapie si si peu connue en France quoi ou en Europe. Peut-être en Allemagne un peu plus, en Autriche un peu plus, comme Viktor Frankl, il était autrichien. C'est les concepts en fait des libertés, quoi, n'importe dans quelle situation l'être humain il peut se retrouver, même où on croit que toutes les libertés nous sont niées, il y a toujours la liberté des choix, ou de ne plus trouver un sens à vivre, ou essayer de trouver à partir d'une difficulté, d'une situation même très douloureuse, très difficile à vivre, quelque chose qui lui permet d'avancer et d'en prendre en fait un enseignement presque. Donc les concepts un peu de résilience quoi. Et chez Frankel, c'est une nuance un peu différente quoi. C'est oui, n'est pas succomber à une situation, mais de prendre en fait, pas un enseignement de la situation en elle-même, mais de trouver dans cette situation de souffrance les ressources. Quoi. Et ça vient en fait de soi, de ce qui est important pour soi. Quoi. Et chacun, il a ça, en fait, sa raison d'être. Il a un sens particulier qui donne à sa vie et qui lui permet de dire non, moi j'ai encore quelque chose à dire, j'ai encore quelque chose à faire, n'importe dans quelle situation je me trouve aujourd'hui. Je veux continuer à vivre parce que j'ai des choses à faire. Et dans l'ikigai, c'est la même chose. C'est ultra centenaire. Ils ont vécu 100, 120 ans parce qu'ils avaient envie de vivre, quoi. Juste simplement, ils avaient envie de se lever les matins, contents de faire leur artisanat, d'aller au champ. Et voilà, c'est simple en même temps et pourtant pour nous extrêmement difficile à comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est si difficile en France de faire comprendre, en France, mais je mets à l'Italie aussi dans l'État, hein, parce que pourquoi il est si peu connu la logothérapie et pourquoi les gens, en fait, surtout dans cette période-là, on a un peu l'impression qu'ils se perdent un peu dans un verre d'eau, quoi. Oui, je pense que c'est culturel. Vraiment, je pense qu'on a une culture de la psychologie en France, même si la psychanalyse a été quand même très largement développée en France. N'empêche, on a plutôt une culture de la psychologie qui est très psychiatrique, donc qui est très médicalisée. Et aujourd'hui, le réflexe, quand on va pas bien, en France en tout cas, et on est les champions du monde en la matière, c'est un petit peu d'aller voir un médecin et de prendre un traitement pour aller mieux parce que
a le sentiment que tout à coup, ça va être plus facile, plus simple et que tout est résolu. C'est vraiment culturel. Pour le coup, je pense que la démarche première, elle est aussi et je pense que ça, je ne sais pas si en Italie c'est comme ça, mais en tout cas en France c'est un petit peu comme ça, de cristalliser sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui dysfonctionne, et du coup d'oublier ou en tout cas de ne pas voir tout ce qui fonctionne et qui pourrait permettre de sortir de difficultés, tout ce qui peut être ressource, tout ce qui pourrait être un outil créatif pour en sortir, quoi. Donc vraiment, il y a ce côté culturel qui est très déterminant. C'est une thérapie qui n'est pas très développée en France aujourd'hui, même si il y a des écoles qui se développent de plus en plus et qui commencent à porter la voix de Frankl avec chaque fois plus de traduction de ses travaux, de ses écrits, etc. Mais ça reste quand même encore très minoritaire. Je pense qu'aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus développé parce qu'il y a d'autres psys qui ont porté la voix, comme Irving Yalom, qui sont plutôt des psys humanistes et qui sont venus sur le champ de l'analyse existentielle et de la logothérapie de façon un petit peu différente, puisque du coup, bah, là, c'est une question qu'on a eue pendant le live la dernière fois. La différence avec la logothérapie, c'est vraiment le fait que dans la psychologie humaniste, on considère que la réalisation du moi est une voie parfaitement viable pour aller sur la guérison, alors que pour Frankl, ça allait au-delà. Pour Frankl, il fallait vraiment dépasser ça, quoi. Lui, il ne parle pas de réalisation du moi, il parle de transcendance du moi. Donc on est encore à un niveau au-dessus avec un élan qui est qu'on n'est pas sur une orientation de sens si ça n'est tourné que vers soi. Il faut que ce soit tourné vers l'extérieur, que ce soit via une œuvre d'art, via une réalisation autre, que ce soit industrielle, que ce soit sportif, que ce soit dans le domaine des services ou autre, mais en tout cas, il faut que ce soit tourné vers l'extérieur et soi n'est pas finalement une fin en soi pour le coup. C'est important de partir de soi. Maintenant, il ne faut pas se limiter à ça et il faut aller au-delà de ça. Donc, c'est vraiment la différence. Mais tout ça, c'est des classifications qui sont organisées après coup. Mais la logothérapie, oui, aux États-Unis, elle est rapprochée des psychologies dites humanistes pour son fonctionnement, mais il y a quand même des petites différences. En France, c'est vraiment un épiphénomène, la logothérapie. J'espère que dans les années à venir, on va voir se développer, parce que pour le coup, quand on est dans un exercice clinique, on en mesure complètement les bienfaits, même si la demande en logothérapie, elle est extrêmement faible, dans le sens où les gens ne viennent pas pour demander la logothérapie. En tout cas, la question du sens de leur existence et de leur devenir et de leur mission, de leurs envies, de leur volonté pour plus tard, elle se pose dans toute thérapie. Quelle que soit la demande initiale, que ce soit une demande pour une addiction, pour un trauma, pour des tocs, pour des angoisses, à chaque fois, la notion de sens, elle vient. Même pour des demandes de psycho du travail où on est sur des questions de souffrance au travail, la question du sens se posera à un moment ou à un autre, toujours. Oui. D'ailleurs, c'est assez intéressant, la plupart des thérapies que j'ai fait pour des burn-out, des gens qui étaient vraiment à bout de souffle et qui atteignaient l'épuisement professionnel, l'issue classique d'une thérapie comme celle-ci, c'est un bilan de compétences avec un changement d'orientation professionnelle, soit dans l'entreprise dans laquelle on est, mais sur un poste autre, avec une autre orientation, soit des changements radicaux. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, ben oui, effectivement, si on n'a pas de sens et si on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, c'est beaucoup plus difficile d'affronter la journée. Oui. Et là, dans ce sens, tu vois, j'ai envie de rebondir sur le fait que parfois on croit de les tenir, cette raison d'être, ces sens, et après à un moment donné, on se dit, bah, en fait, ça ne m'appartient pas. En fait, je ne les fais pas pour moi,
C'est pas ça qui, je l'ai fait plutôt pour ma famille, je l'ai fait plutôt parce qu'il faut que je démontre que il faut que j'aille une carrière, il faut que j'aille de l'argent, il faut que j'aille du succès, parce que les codes aussi de la société t'imposent un peu ça. Aujourd'hui, je lisais un article intéressant, je te le passerai, je l'ai vu sur Facebook, où il parlait en fait, de jeunes d'aujourd'hui qui sont en reconversion du travail et qui ne veulent plus être reconnus en fait dans dans ces acquis, dans ces cases. Et que pour eux, la réussite, c'est complètement autre chose. Ce n'est pas avoir une belle maison, ce n'est pas forcément avoir une famille, ce n'est pas forcément avoir du succès, être célèbre, même si ces dogmes, ils restent quand même très présents dans la société. Et c'est légitime, hein, dans le sens que chacun de nous, il a le droit de croire à ce qu'il veut. Mais si on les fait vraiment en conscience des choses, si c'est vraiment un choix consciente de ce que ces choix nous amènent aussi dans sa propre vie. Moi, par exemple, par rapport à mon parcours à moi, je l'ai choisi. Je voulais travailler dans les spectacles, c'était ma passion première. Mais en fait, à un moment donné, je me suis posé des questions de sens dans mes valeurs. En fait, je n'étais pas en accord du tout avec les valeurs parfois qu'on peut rencontrer dans les milieux du spectacle, où l'image, disons, extérieure, elle est beaucoup plus importante et surtout certains types de relations que tu peux entretenir avec les autres et certaines personnes aussi hautement narcissiques que tu peux rencontrer dans les milieux du spectacle. Et en fait, quand tu parles en fait de psychologie humaniste, en fait, ça me questionne parce que c'est faire un travail pour soi et que pour soi seulement. Il n'y a rien de mal, je vais dire, à la réalisation de soi parce que tout le monde a besoin de construire aussi une ego, quoi, parce que c'est l'ego aussi qui nous met un peu en action, si on veut. Mais ce n'est pas suffisant, à mon avis, parce qu'il y a toute une partie spirituelle qu'aujourd'hui, on doit, surtout en cette période, on doit récupérer, en fait. Et la logothérapie te permet ça, comme l'ikigai, mise en pratique. Et spiritualité, ce n'est pas forcément quelque chose lié en religion, mais c'est quelque chose qui a quoi faire avec l'âme, quelque chose qui n'est pas pollué par les dogmes, par une éducation et par une culture, et que nous, en tout cas, nous les Occidentaux, on a un peu perdu, quoi. Donc, on l'a perdu, enfin en tout cas notre génération l'a perdu, mais je pense effectivement que les générations qui arrivent là reprennent un petit peu ce chemin-là alors peut-être pas forcément frontalement par la spiritualité, mais en tout cas s'ancrent dans un tout et ont conscience qu'ils font partie d'un tout, ce qui change tout en fait. Et moi je suis assez bluffée de voir que depuis que je travaille, l'âge de mes patients n'a de cesse de baisser et que les patients consultent de plus en plus tôt, ont des interrogations très tôt de réalisation de soi, se posent cette question même souvent à la sortie de l'école, après avoir fait des études qu'ils pensaient être faites pour eux, aussi souvent guidées par un déterminisme familial, social par ailleurs, hein, ou un idéal aussi de réussite, bien sûr. Et qui est très vite interrogé, qui est très vite questionné, dans lesquels ils se sentent aussi souvent très vite enfermés. Et cette notion de case, comme tu disais, elle est de plus en plus disputée, discutée. D'ailleurs, on le voit, et on ne le voit pas que dans des questions de parcours, mais on le voit aussi dans des questions d'identité sexuelle, sexuée, de genre. Et tout ça, c'est en train de bouger, et je pense qu'il y a une génération là qui arrive, qui a entre 16 et 25 ans, et qui commence à faire bouger les choses, et qui en tout cas a une autre demande. Et qui a une demande peut-être aussi, qui a peut-être pris conscience
que rien n'était, comme tu disais au début, rien n'est gravé dans le marbre et qu'effectivement tout est tout le temps en mouvement, tout change et que ça se passera pas forcément comme on l'a dit et du coup, bah, il va falloir trouver des ressources, des moyens, il va falloir être créatif et il va falloir, être inventif aussi et se réinventer soi aussi dans un système qui est peut-être aussi un petit peu sclérosé encore par, tout un tas de schémas qui, de toute façon, sont dysfonctionnels depuis des années. Oui, moi je pense que depuis 2001 au moins, où moi j'avais 20 ans, 20 ans d'années, c'était un choc pour toute l'humanité, les tours jumeaux. Et je pense qu'on a été, à partir de ce moment-là, dans un espèce de déni, quoi. On n'a pas compris qu'en fait, la vie est fragile. On est dans une fragilité et que l'homme aussi est fragile et que notre devoir, je pense, dans cette existence, c'est de vraiment de transmettre quelque chose de soi à son entourage et de faire voir aussi certaines choses. Après, la liberté, elle est aussi dans la capacité de l'autre de se faire cueillir ou pas, parce que tout le monde il a les droits de faire son chemin à soi, peu importe dans les contextes qui étaient imposés ou pas. C'est pour ça aussi que, par exemple, pour les adolescents, j'ai décidé avec une formatrice consultante pour parents d'enfants haut potentiel de monter des ateliers pour les adolescents. Moi, je pense, entre autres, que la logothérapie doit être enseignée aux écoles. Il faudrait 1 heure de logothérapie pour les enfants à partir de primaire, quoi, de tout bas âge, quoi, pour leur apprendre, en fait, à être libre de penser, quoi, et d'avoir un esprit critique. Après, s'ils veulent fermer les théâtres, c'est pas grave, mais au moins, ils auront une capacité de réflexion qui est authentique. Et, et voilà, donc je voulais vous monter ça parce que je pense que les adolescents, ils sont vraiment dans cette quête de sens. Ils les recherchent de plus en plus et qui sont aussi motivés à construire un monde qui est différent. Et c'est pour ça, et surtout de s'orienter vraiment dans ce qui lui fait vraiment plaisir. On n'est pas obligé de faire des grands parcours à l'école si ce n'est pas dans notre ADN. Albert Einstein disait c'est complètement inutile d'essayer de faire grimper un poisson sur un arbre, il aura toujours l'impression d'être stupide. Chacun, il a sa place dans ce monde, elle est autant plus important s'il est président de la République ou si il est dans n'importe quel autre boulot, quoi, parce que on est encore dans une société, je pense, des hiérarchies. Et je pense en fait que ces concepts vraiment d'authenticité devraient devenir un discours politique plus qu'humaniste, que nos gouvernements et les nations en fait où on vit, ils devraient commencer à faire une politique dans ce sens. Pas de faire croire qu'on est tous différents et après on est tous des photocopies, quoi. Et on doit faire tous le même boulot et on doit tous faire les petits soldats. Donc c'est un peu ça, en fait, je pense, dans les années qui vont suivre, les rôles les responsabilités qui devra prendre la politique aussi. Bon, voilà. Mais en tout cas, je pense il y a quand même des choses qui sont en germe de ce côté-là, parce qu'on en entend. D'ailleurs, je vois passer de plus en plus d'articles sur la logothérapie dans des presses à grand tirage, comme des magazines comme Psychologie Magazine, qui ont quand même un grand lectorat, ce genre de choses. Donc on en parle de plus en plus. Je pense il y a aussi d'autres convergences de lutte entre guillemets qui viennent à ça. Je pense à des préoccupations écologiques par exemple qui peuvent aussi converger dans ce sens-là, des préoccupations qui sont des préoccupations de société et qui effectivement sont complémentaires. Mais pour moi, la logothérapie, elle a un avenir en France, c'est une évidence, parce que de toute façon, on est en échec dans le domaine de la santé mentale avec la psychiatrie et tout l'arsenal qu'on a de soins. On ne peut que faire ce constat qu'on est en échec. Donc, on va être obligé de trouver d'autres alternatives et de travailler autrement
Et c'est bien parce que c'est là qu'on va voir émerger des nouvelles options et des jolies choses, quoi. Oui, oui. Et que tu penses en fait que comment est-ce que la logothérapie et l'ikigai ils pourraient en fait travailler ensemble dans ces contextes-là? Qu'est-ce qu'on pourrait envisager en fait comme forme de coaching, thérapie et tout ça? Ben, en fait, je serais tentée de te dire, il y a 2 réponses à cette question. Je pourrais, te faire une réponse qui est, plus classique et dans ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire de se dire qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer une articulation entre, un coaching, qui se fait avec, l'ikigai et en complément, pour aller plus loin, une thérapie, en logothérapie. Et ce serait une articulation qui a du sens de travailler comme ça. Et en même temps, de plus en plus, je me rends compte que les patients peuvent avoir une demande en termes de thérapie, mais aussi ont une demande en termes d'apprentissage pour eux. C'est-à-dire que la logothérapie, elle est là aussi pour ouvrir des horizons, mais pas seulement pour soigner, pas seulement pour être qu'une thérapie. Aussi, l'idée, tu vois, de construire un atelier et d'essayer de transmettre des choses, à la fois via l'ikigai et son aspect peut-être ludique, finalement créatif et facile à mettre en place dans le cadre d'un atelier, mais aussi avec des éléments de logothérapie. Je pense que ça aurait toute sa place parce que de plus en plus, les gens ont besoin d'être informés, ont besoin de s'informer. De toute façon, avec Internet, aujourd'hui, les patients arrivent déjà quasiment avec leur diagnostic et ils viennent demander une confirmation ou une infirmation de ça. Donc les patients cherchent des infos, ils cherchent des voies de développement et donc pas que des thérapies, ils cherchent des voies de développement pour eux, pour grandir, pour avancer et faire autrement. Donc je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer un atelier comme ça autour de la logothérapie et de l'ikigai. Je pense que ça a du sens. Ouais. Oui, mais ça serait intéressant de faire ça en espérant voilà, de pouvoir Réunir. Ouais. réunir. Et on peut faire ça aussi, essayer de faire ça aussi en vidéo, c'est possible aussi, en live, en plusieurs séances. On va en discuter, on va en discuter avec plaisir. On va en discuter parce que vraiment, je pense qu'il y a un intérêt de ce côté-là et je peux que trouver ça super, qu'il y ait un élan et qu'il y ait un besoin et une envie d'apprendre, une envie d'apprendre autre chose. Donc je pense que, tu vois, peut-être on n'est pas si loin de ton rêve d'apprendre la logothérapie à l'école. On n'y est pas encore, mais n'empêche, on peut quand même transmettre des savoirs. Oui, mais j'aimerais bien me former un jour à la logothérapie, moi aussi, parce que c'est au moins pour moi, ça a du sens, quoi. Surtout parce qu'on écrit. Moi, j'adore écrire. Mais surtout parce que ça amène à une réflexion saine de soi, quoi. Et ça fait vraiment bouger les choses, quoi. Bah, je pense que c'est une réflexion saine sur soi, par rapport à soi, effectivement, et son parcours, mais je pense aussi que ça rebat les cartes de nos environnements. Ça repose des questions sur nos habitudes, nos relations, qu'est-ce qu'on vient y chercher, pourquoi on répète toujours ce schéma-là, pourquoi on s'inscrit dans ce type d'activité-là, etc., etc. Et c'est vrai que c'est un alignement vraiment global, quoi, avec un re-questionnement aussi de ce qui fait nos vies, finalement, de ce autour de quoi on s'organise. Donc c'est assez complet. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à tes projets futurs? Est-ce que tu as quelques projets que tu es en train de monter dans ton actualité? Eh bien, écoute, alors au-delà des ateliers Ikigai logothérapie qui sont en ligne de mire, je me suis formée à l'EMDR il y a quelque temps et je suis en train de finaliser ça.
pour moi, c'est un avantage parce que je travaille beaucoup en traumatologie et ça permet la désensibilisation par les mouvements oculaires. Donc, c'est vraiment un complément. Et ça reste dans la ligne de la logothérapie et de ces enjeux-là. Donc, je suis plutôt sereine. C'est un en plus pour moi. Donc voilà, c'est chouette pour les premiers mois d'année. Et puis après, effectivement, j'aimerais faire des choses plus, et finalement, on va renouer avec la psychologie du travail et ses groupes et venir vers quelque chose de plus collectif. Ça serait vraiment bien. Pour le coup, avant d'être psychologue, je faisais des ateliers d'écriture créative et si je pouvais reboucler avec ça, Ah, ça bien. Ouais. ah, c'est bien. Ça m'intéresse, tu vois. Comme Tu vois? j'ai mon livre là qui traîne depuis un petit moment. Si tu aurais fait ça, je serais ta cliente, quoi, c'est sûr. Bon, bah écoute, bah, c'est super. On a de quoi faire encore. On a encore de quoi travailler. Donc. Mais c'est parfait. Bah, moi, de mon côté, bah, je l'ai dit un peu au début, j'ai développé en fait mon activité des conseillères en images avec la méthode Ikigai. Donc là, je mets en place plusieurs lives avec des personnes comme toi qui, euh, qui me touchent déjà par leur personnalité, leur parcours et qui sont un peu dans les mêmes chemins de vie que moi. Dans le but aussi de pouvoir développer mon rêve, grand rêve, super rêve, ça serait d'ouvrir un centre thérapeutique, mais créatif, quoi. Un centre où tous les arts du bien-être créatif et du bien-être se rejoignent, où il y a plusieurs ateliers, plusieurs disciplines, concentrées toujours dans l'essence et la motivation de soi et les partages surtout de qui on est avec les autres, quoi. Donc, pour faire un peu bouger ces mondes un peu de moi, comme moi je l'envisage, quoi. C'est un peu ma mission de vie. Et après, dans la média, c'est vraiment, bon, refaire mon site internet. Là, ces mois-ci, ça va être intense. Il y a toute une identité des marques qui va être remise en place. Après, je pense que vers mars, avril, ben, on fera cet atelier ensemble de logothérapie et Ikigai. Et je pense que je vais, dans un printemps, tard printemps, début été, si c'est possible, je vais faire un atelier de conseil en images à Marseille, dans un centre artistique. Donc, on va essayer de reboucler les dates. Là, c'est encore un peu prématuré voilà, de fixer des dates, vu qu'on est encore en plein confinement et que c'est pas possible. Mais j'avais déjà pris contact avec eux pour les faire au mois de décembre. Après, ça s'est pas fait. C'est parti remise, c'est juste voilà, du temps à laisser couler. Et voilà, un mois de février, si ça t'intéresse, et ça intéresse aussi les personnes qui nous écoutent, avec Céline, qui est la consultante de parents à des enfants à haut potentiel, et avec d'autres thérapeutes et aussi d'autres coachs, on a mis, en fait, on va faire de live gratuits sur en fait les bien-être de la famille. Donc il y a tout un tas d'ateliers gratuits, de l'hypnose, de l'aromathérapie. Moi, je vais intervenir en tant que conseillère en image pour donner des conseils à travers l'ikigai et la raison d'être et comment développer son style personnel avec créativité. On va faire l'atelier avec Céline pour les adolescents. Il y a plein d'activités jusqu'à mi-février. Donc, bientôt, je mettrai la communication. Bon, là, je vais communiquer sur Instagram par rapport à ça. Et voilà. Donc, ça avance, mais c'est très enrichissant, quoi. Pas pour, oui, pas pour les porte-monnaie pour l'instant, mais en fait, pour moi, c'est pas pour c'est pour moi, quoi. C'est pour moi, pour les autres. Voilà, c'est ça. C'est déjà beaucoup et après, ça viendra dans un deuxième temps, alors. C'est ce qu'il faut. Ouais,
Oui, Ouais. mais oui, c'est important, hein. Je dis pas que c'est pas important Mhm. ces côtés-là, mais en tout cas, c'est ça qui m'enrichisse le plus, quoi. Bon, alors c'est que tout va bien alors. C'est Oui. parfait. Bon, ok. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Merci à Peggy, pour toi. ton Ouais. intervention, pour ton écoute, pour ta présence aussi, et pour avoir bien expliqué qu'est-ce que c'est la logothérapie. Merci à toi. J'espère que les personnes voudront en fait essayer cette discipline, qu'elle est vraiment très enrichissante et très, pour moi, extraordinaire, quoi. Voilà.